Bonjour Monsieur de Singe, bonjour Bonjour. Monsieur de Monrol. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser sur peut-être le futur du Club Automobile France et plus largement des questions peut-être plus larges, notamment dans un contexte où les réglementations environnementales et les exigences en matière de mobilité durable deviennent de plus en plus importantes. Comment envisagez-vous l'évolution du rôle de l'Automobile Club de France ? Bon, vous savez, l'Automobile Club de France, c'est le plus vieil automobile club du monde. Il a été créé en 1895. Pendant des années, nous avions le pouvoir de réglementation. C'est là où ont été finis les premiers codes de la route, du premier permis de conduire. Bon, tout ça, les pouvoirs publics nous ont retiré ce pouvoir, y compris le pouvoir sportif, puisque nous n'avons plus organisé le Grand Prix après 1967. Bon, nous avons maintenant un rôle qui est un rôle, c'est du soft power, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est ici depuis longtemps. Nous avons énormément d'acteurs du secteur automobile qui sont membres, qui font des réunions de commission automobile, qui est une réunion secrète où tout le monde se lâche et on ne dit rien de ce qui s'est passé après. Mais nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons plus de pouvoir réglementaire, nous avons un pouvoir un petit peu moral, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Et ça n'a pas beaucoup de raisons de beaucoup évoluer dans le futur. Ça nous va très bien comme ça. Quel est votre regard maintenant sur les zones à faible émission et leurs impacts sur l'industrie automobile et les conducteurs? Bon, la ZFE, on lit beaucoup d'articles sur le sujet en ce moment, c'est une bombe sociale. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 8 millions de voitures qui sortiront des ZFE dès 2025. C'est évidemment une erreur technocratique, quoi, puisque on essaie de régler un problème de pollution et puis on fout la pagaille dans l'industrie. On ne peut pas être favorable. D'ailleurs, vous avez vu Xavier Bertrand pour les Hauts-de-Seine, il a dit que jamais il réglementerait les ZFE chez lui. Et le pouvoir va forcément être obligé de reculer. On ne va pas obliger un artisan qui a une voiture diesel qui a 5 ans, qui marche parfaitement, à la vendre pour acheter une voiture électrique qui va lui coûter 30 000 €. C'est effectivement une bombe sociale et je suis persuadé que le bon sens finira par s'imposer et que les pouvoirs publics reculeront. Et selon vous, quelles innovations majeures, alors à ce moment-là, a fortiori donc dans les infrastructures, pourraient transformer l'expérience des automobilistes et encourager éventuellement l'adoption des véhicules à faible émission? Bon, la prochaine rupture technologique, ça va être une nouvelle génération de batteries, puisque ça sera, paraît-il, moins cher et en tout cas avec une autonomie supérieure et un peu plus léger. Mais pour l'instant, on en est au stade du prototype. Parce que les batteries électriques, ça pose des problèmes qui ne sont pas réglés, des problèmes d'incendie, etc. Donc, on va vivre sur le lithium-ion pendant encore des années. Là, il n'y aura pas de saut technologique, il n'y aura pas beaucoup de temps. Bon, sur les infrastructures, bon, ça, on pourrait parler des bornes. Les 100 000 bornes, c'est bien, mais il y en a pratiquement sur les autoroutes, il n'y en a pas assez dans les villes. Pour l'instant, le véhicule électrique, c'est une expérience qui débute finalement, donc les choses sont amenées à évoluer. Effectivement, on est là dans le cadre du Grand Prix SF, finalement, les startups sont aussi là pour apporter des solutions. Les zones ZFE, elles vont soulever de nouvelles solutions potentielles. On verra si elles sont en mesure de contrebalancer ces 8 millions de véhicules qui seront mis à l'extérieur dans le futur. En tout cas, on voit que des véhicules de petite taille, de très faible consommation sont en train de sortir. Les constructeurs sont en train de travailler dessus très très fort. Et donc finalement, c'est une évolution qui va venir, je pense, dans le futur, diminuer, voire à terme gommer les tracas qu'on peut rencontrer en termes d'expérience utilisateur. On n'est pas naïf. Aujourd'hui, l'expérience utilisateur de tous les véhicules électriques n'est pas parfaite, et pas forcément à cause des véhicules en eux-mêmes, mais parfois et surtout à cause de l'infrastructure qui souvent n'est pas prête, qui parfois est perfectible. Ça peut arriver d'arriver à une station de recharge avec 6 superchargeurs, et en avoir 3 qui sont défaillants, une avec un véhicule, ensuite on est en train de croiser les doigts que les 2 dernières ne sont pas déconnectées pour pouvoir recharger. Mais ça, j'ai envie de dire, à l'époque, les véhicules à moteur thermique avaient beaucoup de problèmes et occasionnaient beaucoup de morts, et ça ne nous a pas empêché d'avancer. Donc finalement, c'est sur la base des problèmes que se crée l'innovation, et puis c'est à ça que le Grand Prix SF se veut de répondre. Je pense que vous avez bien réussi à répondre à la prochaine question, mais je vais quand même vous la poser. Quels défis et opportunités les zones à faible émission présentaient pour les constructeurs automobiles? On a déjà répondu. Là, effectivement, c'est des véhicules adaptés. C'est tout simplement ça. Finalement, ils adaptent l'offre.
ils adaptent la capacité, les petits véhicules en ville, même pour la livraison du dernier kilomètre, vont se multiplier. Donc enfin l'adaptabilité de la voiture hybride, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'on va adapter à la fonction, effectivement. La livraison du dernier kilomètre, voiture électrique, kilomètre électrique, c'est parfait. Par contre, pour l'instant, l'artisan qui a tous ses outils derrière, plus les matériels pour son chantier, si on veut bien changer de voiture, ça ne va pas marcher. Donc il faut attendre des baisses de prix qui ne sont pas encore complètement certaines. Donc, et comment l'ACF, maintenant plus précisément, aborde-t-il donc la responsabilité sociale et environnementale dans le secteur automobile et quelles initiatives soutient-il dans ce domaine? On réfléchit comme tout le monde à une chaîne complète de décarbonation qui est d'une manière peut-être un petit peu hypocrite, si je peux me permettre, enfin il faut forcément réfléchir. On peut qu'encourager les idées de M. Le Maire qui consistent à éviter de taxer, d'accueillir avec les bonus les voitures chinoises, puisqu'on va avoir en cause le bilan carbone des modes de fabrication des voitures avec une électricité chinoise qui est presque uniquement carbonée. Donc là, on va évidemment insister là-dessus. Et donc, de votre point de vue, sur l'équilibre entre les mesures incitatives et réglementaires donc, pour encourager l'adoption de véhicules à faible émission, que pensez-vous de justement ces véhicules à faible émission et du développement d'infrastructures adéquates? Est-ce que vous pensez que ce sera facile ou est-ce que vous pensez que ce sera donc quand même un processus complexe en soi? Alors, c'est complexe et deux, c'est pas gagné parce qu'actuellement, on est en train d'assister à une espèce d'ubérisation, c'est-à-dire que vous avez un paquet de start-up, il y en a encore qui a levé, je ne sais pas, 150 millions dans les échos ce matin, et toutes ces nouvelles start-up qui se lancent, on est absolument certain qu'elles achètent des parts de marché, ça leur coûte une fortune et elles ne gagneront jamais d'argent. Alors c'est un module, moi qui suis un grand libéral, je ne suis pas du tout favorable sur ce genre de business model, mais on est parti là-dessus. Et puis donc il y aura des concentrations, il y aura des pertes, il y aura tout ça, et puis on va regarder, vous savez, moins il y a de règlement, plus je suis content. Donc en ce moment je ne suis pas très content. Et donc quel message souhaiteriez-vous éventuellement adresser aux acteurs du secteur automobile pour les encourager à participer activement à la transition vers un avenir plus durable et respectueux des normes environnementales? Au début du XXe siècle, les personnes qui s'achetaient des véhicules thermiques étaient des personnes quand même plutôt fortunées. Ce n'était pas un véhicule à la portée de tous. Donc j'ai envie de dire qu'il y a, à l'époque où le véhicule thermique est arrivé, finalement il y a eu toute une période de transition avant que finalement la Ford T arrive sur le marché et commence à s'adresser aux personnes qui n'avaient pas les moyens de s'en acheter une. Et encore, je pense même qu'aujourd'hui, l'équivalent de la Ford T, ça ressortirait, l'ouvrier ne pourrait pas s'acheter un véhicule. Donc finalement, c'est un petit peu, les aides sont là pour annihiler cette période de transition, pour faire en sorte que finalement, il n'y ait pas cette période de transition où seulement les riches ont accès aux véhicules électriques, en attendant que cette baisse de coût qui va être inévitable, parce que les personnes sont rentrées du salon de Shanghai récemment et se sont rendues compte que les constructeurs chinois à la fois avaient des produits très performants et de moins en moins chers, et que là potentiellement, nous, de notre côté en Europe, on était en retard à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque part une manière finalement à la fois d'accélérer le côté retour sur investissement sur les constructeurs pour tout de suite avoir un retour de vente pour pouvoir développer encore plus cette technologie électrique et inversement permettre à l'ensemble des personnes qui souhaitent impacter positivement sur l'environnement d'avoir accès à ce marché, même si, même avec les aides aujourd'hui, le véhicule électrique reste très cher. Bien sûr. Effectivement, les remontées de filières chinoises sont assez alarmantes. Et justement, Monsieur de Cormoran, j'ai une petite question pour vous et plusieurs. Quels sont les critères de sélection donc pour les startups participant au Grand Prix ACF Autotech et comment ces critères ont-ils évolué au fur et à mesure des années? Alors, donc, au Grand Prix ACF Autotech, on accueille les startups qui innovent dans la conception, la fabrication, l'usage et la commercialisation d'automobiles. Donc, c'est ces quatre dimensions qui sont couvertes. C'est clairement la verticale automobile qui est adressée, là où la plupart des concours mobilité s'orientent vers une horizontale qui part de la trottinette jusqu'à l'avion en passant par le bateau. Et en fait, donc ça, c'est le critère déjà d'éligibilité, sachant que les startups doivent avoir moins de 10 ans. Moins de 10 ans parce qu'on veut que ce soit totalement inclusif pour les startups qui sont très technologiques, qui parfois mettent énormément de temps à développer leur concept avant la commercialisation.
et celles qui sont un peu plus digitales pour qui, effectivement, cette durée est plutôt moindre. Je dirais qu'il y a eu une colonne vertébrale de critères qui a toujours existé depuis le début du Grand Prix, qui sont au nombre de 4, qui étaient notamment le fait que l'idée soit originale, que l'idée est un bon business model, qui soit bien placé par rapport à la concurrence. Par la suite, effectivement, parce qu'on a vu des startups qui sont rentrées avec beaucoup plus de vecteurs technologiques, le président a souhaité associer donc le vecteur technicité. Combien il y a de brevets qui ont été déposés? Est-ce que c'était complexe de créer la startup? Donc ça, c'est des critères qui sont apparus avec le temps, qui n'étaient pas là au début. Là, on était très orienté business au début, et maintenant on l'a orienté assez technologique, et technologique aussi diversifié. Je ne veux pas dire aux startups qui ont des idées bonnes, marketing en parlant, mais qui n'ont pas un vecteur technologique fort, dire qu'ils n'auront peu de chance. Non, parce qu'on regarde aussi la complexité de la mise en œuvre de l'idée, au-delà de juste est-ce que c'est un objet technologique qui emploie des nanocomposants ou ce genre de choses extrêmement techniques. Donc voilà, au-delà de ça, mais effectivement, ça a été évolutif. Et on est aussi allé parce qu'on s'est dit, mais c'est vrai qu'il y a des startups qui ont levé 50 millions d'euros qui postulent. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ça? On a ajouté un critère qui est est-ce qu'on leur est utile? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on veut porter avec le Grand Prix SCF. C'est est-ce qu'on apporte de l'utilité aux startups qui candidatent? Une startup qui a levé 50 millions d'euros, on ne leur est pas utile. Et elles ont été nombreuses d'ailleurs à ne pas avoir été sélectionnées, alors que pourtant c'est des super entreprises aujourd'hui, puisqu'elles ont levé notamment 50 millions d'euros. Mais on mesure avec maintenant c'est la 5e ou la 6e, la 6e édition, c'est que c'est vraiment un plus pour les lauréats, parce que quand ils vont chercher de l'argent, puisqu'ils en ont tous besoin, le fait d'avoir été primé, c'est un élément extrêmement positif. Au-delà du prix qui n'est pas inintéressant, mais c'est surtout ça crée la notoriété. Bien sûr, ça les privilégie, bien sûr. Et comment expliquez-vous la forte représentation des startups françaises en finale cette année, et comment le Grand Prix ACF Phototech soutient-il l'écosystème des startups françaises dans ce secteur automobile? Alors là, on a un jury qui ne regarde absolument pas la nationalité des startups. La preuve cette année. La preuve cette année, oui. C'est super. Parce qu'effectivement, quelque part, alors j'ai eu des demandes comme ça, c'est une réflexion parce qu'elle m'a encore été posée cette question cette année, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas un prix spécifiquement français, est-ce qu'il ne faudrait pas un prix spécifiquement international pour potentiellement protéger les startups françaises? Donc quelque part, il faudrait qu'on crée une réserve d'autochtones français pour être sûr qu'on ne les touche pas et quelque part avouer, faire un aveu de faiblesse sur le fait qu'on serait plus mauvais que les startups étrangères. Je crois que cette année, finalement, on a donné 2 réponses. C'est qu'il y avait 51% de startups étrangères dans le concours, il y avait 5 startups sur 6 françaises en finale. Donc ça veut dire que la France, on n'a rien à envier aux startups internationales. La finale dans le Grand Prix où il y avait cette startup américaine s'est jouée de manière extrêmement serrée entre les 3. Quand on arrivait dans la salle du jeu avant le débat, c'était 33%, 33%, 33%. Donc bref, pour les départager, c'était extrêmement difficile. On a récompensé une start-up américaine, donc ça montre qu'on n'a aucun a priori sur l'origine et la provenance de la start-up, mais par contre, ça ne veut pas du tout envoyer le signal que les start-up françaises sont mauvaises. Et au contraire, peut-être qu'il faut conserver ce mélange des nationalités dans tous les prix pour bien montrer, non, nous les Français, nous n'avons pas peur de la concurrence, mais ne vous inquiétez pas, les startups étrangères, ce n'est pas parce que vous êtes étranger que vous ne serez pas récompensé. Bien sûr. Il n'y a pas d'esprit chauvin. Et donc, sur le spectre un petit peu de la diversité à ce moment-là, comment le Grand Prix ACF Phototech encourage-t-il l'égalité des genres et la diversité dans le secteur automobile, notamment en ce qui concerne la présence des femmes ingénieurs peut-être dans ce domaine? Alors, il y a une statistique intéressante, c'est que depuis le début du Grand Prix ACF Phototech, on a récompensé finalement 5 femmes, sachant qu'il y a 2 prix par an et que nous sommes au 6e. Donc ça fait une division qui est simple, c'est 5 sur 12. C'est beaucoup. Sachant que la proportion des femmes dans le secteur, et particulièrement dans les dirigeantes, est faible. Aussi, les candidates, on a une statistique qui est intéressante, c'est qu'il y a à peu près 11 candidatures sur 75 qui proviennent de startups fondées par une femme. Donc en fait, finalement, en se cantonnant sur la qualité de l'entreprise, en se cantonnant sur la qualité de la startup, on a fait émerger, sans vouloir faire de ségrégation positive, des femmes qui sont entrepreneuses dans les startups récompensées par le Grand Prix. Donc je pense que le message est d'autant plus fort que nous ne voulons pas de ségrégation positive sur ces critères, parce que ce serait faussement récompenser ces femmes, et je ne pense pas qu'elles seraient contentes de ça. Et au contraire, je pense que d'autant plus
Notre message est très fort, puisque 5 sur 12, c'est quand même un fort ratio. Pouvez-vous donner des exemples maintenant d'innovations marquantes présentées lors des précédentes éditions du grand ACF, donc Autotech, et leur impact sur l'industrie automobile? Alors, je dirais que pour les innovations récentes, alors je pense que quand on parle des innovations marquantes, je pense aux plus récentes, parce qu'en fait, ce sont les plus récentes qui sont les plus passionnantes, parce que celles de 2018 ou 2019, j'ai l'impression qu'elles sont rentrées dans l'air du temps, et que finalement, ce n'est plus une innovation, ce n'est plus une innovation aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire déjà, les 2 finalistes qu'on a eu, d'abord en Audar avec les stéréocabs qui vont potentiellement remplacer le lidar peut-être, on ne sait pas aujourd'hui, mais qui baissent pratiquement par 50 le prix des caméras dans la voiture. Ça, c'est clairement une innovation qui va marquer l'automobile de demain, notamment par le prix. Oui, messieurs, madame, tout le monde, vous pourrez avoir un véhicule avec les systèmes de sécurité, mais à un prix abordable, de la même manière que pour posséder une Bentley ou une Ferrari. Enfin, même si je pense que les aides à la conduite sur une Ferrari, elles sont beaucoup moindres, puisque le but, c'est de conduire sa Ferrari. Ensuite, il y a la start-up qui n'a pas été récompensée, mais qui a été très, très impressionnante, qui est Envoy.me. Le fait de transformer toute surface en surface non tactile, mais activable, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Ça va certainement révolutionner l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est des choses qui sont assez impressionnantes. Dans le passé, pour parler des innovations impressionnantes qui aujourd'hui n'impressionnent plus personne, je dirais qu'elles impressionnent parce qu'elles ont été finalement, elles sont rentrées dans le commun. C'est notamment tout l'aspect computer vision de tout ce qui est portique d'état des lieux. Scanner son véhicule aujourd'hui, une personne qui a 20 ans se dit certainement c'est normal avec son smartphone de scanner le véhicule pour vérifier s'il y a des touchettes, et c'est normal que le smartphone il reconnaisse s'il y a une touchette sur le véhicule, et du coup comparer entre la location de départ et la location d'arrivée du véhicule. Donc là, typiquement, c'est une innovation qui avait été apportée par ProofStation en 2019, et d'ailleurs par WeProof qui était candidat en 2018 mais que nous n'avions pas récompensé parce qu'on avait déjà des candidats impressionnants à cette époque-là. Typiquement, ça s'est rentré dans le commun, et donc c'est impressionnant. La livraison de véhicules facilitée est clairement beaucoup moins chère aujourd'hui grâce à une startup qui s'appelle iFlow. Aussi, ça c'est quelque chose qui paraît tout à fait naturel. Bah oui, c'est normal de prendre un véhicule à 1 € et puis de le convoyer finalement, parce que sinon c'est quelqu'un qui est payé pour faire ça, qui est obligé d'aller dans une ville où il ne va pas aller, et finalement là c'est quelqu'un qui va aller dans la ville où il souhaite aller en même temps convoyer ce véhicule. C'est normal aujourd'hui. Bon, bah ce n'était pas normal en 2019. Et c'est une femme qui était à l'origine de cette... C'est ça, c'est Claire Cano qui était là l'autre jour. Ils font 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, c'est complètement établi. Wow. Écoutez, on est quand même sur une pente un petit peu exponentielle. On pourrait encore penser finalement qu'on est encore dans cette manière un peu archaïque de voir l'automobile et surtout peut-être même le club Automobile France. Mais on remarque que plus le temps passe, plus ça s'ouvre finalement. Ça s'ouvre aussi aux grands enjeux. Donc comment le Grand Prix Autotech accompagne-t-il maintenant les startups lauréates après la compétition pour les aider peut-être à concrétiser leurs innovations et à les mettre plus concrètement sur le marché? Je crois qu'on sort un petit peu de notre rôle là. Alors, on a des partenaires qui les aident pour ça. Donc effectivement, les partenaires qui accompagnent le Grand Prix, donc les premiums et les officiels, apportent des packages de récompenses aux startups. Donc ça, c'est un processus, j'ai envie de dire, les startups qui ont gagné, les lauréates, ont un peu gagné une année complète d'accompagnement tel qu'on pourrait les avoir dans un incubateur, sauf qu'ils n'ont pas d'incubateur. De l'accompagnement à la levée de fonds, on a quand même 3 fonds d'investissement partenaires du Grand Prix. On a Shift4Go, Dastar Capital et Meridiam qui sont partenaires à ce niveau-là. On a des partenaires qui sont constructeurs équipementiers, typiquement Plastic Omnium, Forvia, Renault, qui eux peuvent être clients des solutions. Les stéréocabs, c'est les équipementiers qui vont les mettre dans les véhicules. Toute la surface tactile, bah oui, ils peuvent potentiellement obtenir un proof of concept auprès de ces équipementiers. Donc eux, c'est clairement de l'output business. On a Fidel, les avocats, qui vont les accompagner parce que l'aspect juridique est extrêmement important. Il faut faire évoluer la réglementation ou s'intégrer dans une réglementation existante. Et ça, c'est un défi perpétuel pour les startups, puisque dès lors qu'elles apportent quelque chose de nouvel, souvent c'est un pan du légal qui est fermé pour elles et qu'il faut ouvrir. Et donc ça, il faut qu'elles soient accompagnées. On a aussi Module, qui typiquement qui sont un partenaire qui est très orienté vers la voiture, j'ai envie de dire à essence, et qui souhaitent se diversifier dans les nouvelles technologies parce qu'ils ont compris aussi les tournants
de l'économie de demain. Donc tous ces partenaires accompagnent les startups, voire même sont clients, voire même se font finalement aider et accompagner par les startups pour se moderniser et pour aller plus vite. De même que de l'accompagnement international, donc par des équivalents type le Forum francophone des affaires qui aime exporter par la francophonie. Là, nous leur permettons de rencontrer des pays étrangers pour s'installer à l'étranger, parce qu'on a compris que pour que ces entreprises, même françaises, soient performantes, eh bien, il faut qu'elles regardent à l'extérieur très vite. Et dernière question pour un petit peu encadrer toute cette argumentation, dans quelle mesure le Grand Prix ACF Autotech travaille-t-il avec les législateurs et les autorités nationales? Non. Donc pas de travail avec les autorités nationales indépendantes. Merci beaucoup Monsieur Desange, merci beaucoup Monsieur de Cambronne. Merci à vous et en espérant se revoir très vite pour une nouvelle interview. Merci.